Alors, bonjour à tous. Donc déjà, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs du projet CP2 Dingue de nous permettre de représenter notre École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers dans le cadre de ce colloque, et notamment de faire un focus sur un sujet qui tient à cœur quand même les sapeurs-pompiers, puisqu'on va vous démontrer donc sur notre présentation à deux voix, d'une l'identification de ces différents enjeux qui viennent pas forcément de nos travaux de recherche, mais qu'on a pu identifier en fait au fil des interventions. Et ça, je dirais que ça va être un peu mon job, puisque je travaille depuis une dizaine d'années sur la pratique du retour d'expérience, avec pour objectif de la part de la direction de l'école de procéder à une acculturation donc au sein des services d'incendie et de secours. Et vous verrez donc, quand on parle de rétex, on parle pas que de technique, on parle aussi beaucoup de facteurs humains et de facteurs organisationnels. Et dans un second temps, je laisserai la parole donc à Morgane, qui a été notre première doctorante financée donc au sein de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui a travaillé et qui a permis justement d'aller approfondir un petit peu donc cette problématique du facteur humain, et notamment à travers la psychologie sociale et les formations au commandement, et qui vous expliquera un petit peu au jour d'aujourd'hui, en tant que chargée de mission, tout le travail qu'elle est en train de mener dans toutes nos formations pour faire en sorte que ça devienne une vraie culture là aussi au sein de la corporation. Alors, je vais vous présenter donc en partie donc l'axe de recherche de retour d'expérience, puisque dans notre centre d'études et de recherche interdisciplinaire sur la sécurité civile, on a différents types donc d'axes. Donc moi, en ce qui me concerne, donc ça fait un certain temps que je travaille là-dessus. Je vais vous présenter, faire une grosse synthèse des travaux de recherche donc sur le rétex qu'on a initié dans un premier temps donc sur les feux d'espace naturels, feux de forêt, puisque c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées et que l'expression du facteur humain, finalement, c'est là qu'on la voit le mieux. Et je vous donnerai là-dessus des références américaines parce qu'ils ont beaucoup plus avancé que nous sur ce type de sujet. Ensuite, donc l'évolution de nos travaux vers le Crew Resource Management et la nécessité en fait d'aller rechercher des concepts. Donc, puisque moi j'ai un doctorat en sciences de gestion, donc en management, on n'est pas trop à l'aise avec ce type d'éléments. Mais par contre, dans le CRM, on a pu trouver à opérationnaliser des concepts qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin pour comprendre un certain nombre d'éléments, notamment dans le commandement des opérations. Enfin, sortir aussi du cadre feu de forêt, puisqu'à l'École nationale, on n'est pas des spécialistes de ce sujet, en vous évoquant rapidement deux outils importants. Le portail national des ressources et savoirs, qui est l'outil de gestion des connaissances donc de l'École nationale, dans lequel on a 12 plateformes métiers. Parmi ces 12 plateformes, on a celle du retour d'expérience, dans lequel les services d'incendie et de secours peuvent communiquer donc, sur les différentes interventions qu'ils ont pu analyser et qui sont un vrai vecteur justement d'identification de besoins sur le facteur humain. Et la formation de nos officiers, qui permet là aussi, à travers les expériences individuelles qui deviennent collectives par la formation, de faire remonter un certain nombre de besoins et pour nous derrière, de les conceptualiser et de les réintégrer donc, sur des formations qui seront plus spécialisées par la suite. Alors, premier élément sur la manière dont on en est venu à travailler donc, sur la pratique du retour d'expérience appliquée au domaine feu de forêt. Donc, il y a deux constats. Le premier, c'est un constat théorique. C'est que dans la communauté scientifique, et plus particulièrement donc, dans le domaine des HRO, de organisation haute fiabilité, il y a un auteur en particulier qui a été très marquant, qui est Karl Ewijk, qui a travaillé sur l'incendie de Maingolch, sur lequel, en fait, sur une équipe de 16 parachutistes du feu, on en a 13 qui sont décédés sur une intervention qui ne présentait pas de risque particulier, pour lesquels ils étaient formés et pour lesquels les gens se connaissaient. Donc lui, il a mené une étude sur un concept qu'il a appelé donc la résilience organisationnelle et plus spécifiquement sur la construction du sens, donc le sense making, de façon à comprendre comment cette équipe de gens professionnels qui étaient bien préparés, etc., a pu finalement se détruire dans le cadre d'une intervention qui ne présentait pas de danger particulier. Donc il a opérationnalisé des éléments comme par exemple l'improvisation, le bricolage, le respect, l'attitude de sagesse. On va retrouver aussi des éléments qui sont liés aux interactions, à la communication au sein des équipes. Et toutes ces données-là nous ont intéressés et nous ont permis de les intégrer dans le rétex du commandement des opérations parce qu'elles nous ont semblé tout simplement importantes pour la sécurité des interventions. Autre constat, donc celui-là plutôt empirique, dans la pratique, je dirais un peu plus régulière du rétex sur du feu de forêt, on s'aperçoit que très souvent, donc le rétex il se pratique essentiellement a posteriori. On a un événement qui se produit à partir duquel on va identifier des problématiques et lancer un travail de collecte des données, d'analyse et de production des enseignements. Mais dans le domaine feu de forêt, on s'aperçoit que le feu, il est souvent étudié a posteriori, sauf que du coup, on se rend compte de deux éléments.
La première, c'est le fait de ne pas être présent sur les lieux. On a des informations à côté desquelles on va passer. Et le second élément, c'est que du coup, on va avoir beaucoup plus de difficultés a posteriori à pouvoir reconstruire l'histoire finalement de l'évolution de ce feu qui est contraint par des actions humaines. Donc sur cette diapo, donc je vous ai montré, donc il y a une première action ici, c'est ce qu'on appelle une action de feu tactique, donc qui est menée sur le front droit, qui est validée par le COS et qui en fait permet de poser un verrou pour éviter justement qu'il y ait un élargissement du feu sur ce côté-là. Donc ça, c'est une première action qui n'est pas naturelle et qui ne correspond pas à l'évolution du feu. La seconde, c'est ce qu'on appelle la DFCI, c'est la défense de la forêt contre les incendies. Donc ici, c'est une vigne qui a été aménagée pour l'action de lutte et qui du coup permet au COS de mettre ses engins en appui, de faire une action offensive et finalement de fixer le feu sur cette partie-là. Troisième élément, c'est la formation de nos officiers qui permet, à travers des techniques opérationnelles, de guider le comportement du feu dans l'objectif de procéder donc à son extinction finale. Donc tous ces éléments-là justifient finalement qu'on ait une posture en temps réel sur les interventions et de commencer le rétex dès la phase de l'opération. Donc ça, c'est ce qu'on a mené en collaboration pendant une dizaine d'années avec le SDIS des Pyrénées-Orientales, dans lequel donc, il y a une cellule de retour d'expérience qui est financée par la DDTM 66, qui est armée par l'ONF et par les sapeurs-pompiers, dans l'objectif à la fois de nous saisir de l'ambiance opérationnelle, de pouvoir déterminer la vitesse de propagation du feu, d'identifier l'emploi et l'usage des équipements DFCI, savoir est-ce qu'ils sont pertinents ou pas pour la lutte, mais aussi d'avoir l'historique de l'ensemble des feux du département qu'on va mettre à disposition d'un COS pour qu'il puisse déterminer quelle évolution potentielle donc son feu va pouvoir prendre. Donc ici, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est le fait qu'on ajoute une étape au rétex, qui est celle de l'observation de temps réel à la phase de collecte des données a posteriori et la phase d'analyse et des enseignements qui s'ensuivent. Ce qui nous intéresse ensuite par la suite, dans le cadre du feu de forêt et sur le rétex, c'est ces trois caractéristiques. Tout à l'heure, Fred a parlé des contextes extrêmes, finalement, on va retrouver un petit peu cette catégorisation sur ce type d'événement. C'est un risque dimensionnant, ça veut dire qu'il est évolutif, incertain et risqué, il peut mettre en péril donc l'organisation qui est engagée, et surtout on s'aperçoit que ce contexte il conditionne fortement la perception des acteurs qui vont devoir définir les différentes actions qu'ils vont devoir mener sur le chantier et prendre des décisions qui sont associées. Ce risque dimensionnant, qui est caractérisé par la cinétique et la dynamique de l'événement, génère une organisation en mouvement. Cette organisation elle peut être amenée à se redéployer à un moment donné en fonction de l'évolution de la situation, voire de sa dégradation. Donc ici, nous, on s'intéresse aux facteurs humains et surtout à savoir est-ce que la situation elle est vécue de la même façon par tout le monde engagé sur l'intervention. Il y a des fois c'est le cas, d'autres fois ça l'est pas. Donc nous, on va s'attacher à analyser ces éléments-là. Enfin, dernière particularité, c'est une organisation en 3 dimensions. On a une action de lutte aéro-terrestre, donc une coordination. Et là, ici, ce qui nous intéresse, c'est de bien prendre en compte la sécurité réglée face à la sécurité gérée. Puisque quand on a une multiplicité d'acteurs qui interviennent sur une petite superficie, c'est important de pouvoir prendre en compte tous ces éléments-là. Donc ce qu'on voit ici dans ces 3 facteurs, c'est que la présence de l'individu dans l'analyse est liée sur les 3 dimensions. Et c'est ce qui justifie pour nous le fait d'aller rechercher un cadre théorique qui soit adapté à une analyse beaucoup plus fine de ces éléments-là. Donc on y a intégré donc, la technique du CRM. Donc le CRM à la base, c'est un dispositif, c'est un programme de formation qui est né dans les années 70, notamment dans l'aviation civile, pour améliorer les relations au sein des équipages dans les cockpits. La meilleure référence étant l'accident de Tenerife, où on a 2 Boeing qui se sont rentrés dedans, donc suite à des problématiques de communication, de leadership, de conflit au sein des équipages, qui n'ont pas compris quelle était la nature de la situation. Ce CRM, il a été largement décliné dans tout type d'organisation, et nous, on a choisi de s'en inspirer à partir de ce qu'ont fait les sapeurs-pompiers américains, puisque sur l'incendie de Kingston Mountain dans les années 90, ils se sont rendus compte que dans leur commandement opérationnel, il y avait 14 sapeurs-pompiers qui étaient décédés des suites des erreurs qui avaient pu être menées. Donc eux, ils ont remis en question toute leur culture opérationnelle, et notamment la considération que le chef, c'est pas celui qui voit tout, qui sait tout et qui maîtrise tout. Donc par conséquent, ils ont remis en cause ces éléments-là pour recentrer le chef autour de son équipe. Et pour ça, ils ont intégré ces fameuses compétences non techniques et ce travail en équipe avec des éléments de conscience de situation. Donc comment est-ce qu'on prend une décision et comment on reste ancré dans la réalité de la situation.
Sur le maintien des communications, donc c'est ce fameux sense-making, puisque moins il y a d'interaction, moins il y a de structure d'équipe et le risque d'avoir des problèmes de sécurité à l'issue. On a cette problématique aussi donc, de leadership, sur la manière aussi dont les membres de l'équipe vont appréhender leur rôle dans l'organisation et notamment alerter le chef s'ils voient une dégradation de la situation pour être sûr qu'ils ont bien pris en compte l'information de la dégradation et qu'ils la répercutent sur l'équipe. On s'intéresse aussi à la prise de décision contextualisée, notamment au Natural Decision Making de Klein, donc sur la capacité des pompiers à sélectionner une information dans un environnement extrême et à pouvoir rapidement prendre des décisions. Et enfin, l'analyse des actions a posteriori qui implique un esprit critique et la remise en question de ce qu'on fait pour s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Donc l'objectif de ces éléments-là, c'est de les opérationnaliser donc, dans le RETEX et de faire en sorte de s'en servir comme grille d'observation sur les interactions donc, du COS et de son équipe. Donc dans la formation feu de forêt au niveau chef de site à Valabre, puisque c'est l'école d'application de la sécurité civile qui forme à la spécialité feu de forêt. On les a introduits aussi dans les formations d'encadrement à l'école nationale pour les chefs de groupement, donc commandant, lieutenant, colonel, pour les sensibiliser à ce type d'éléments. Et enfin, on les applique en situation réelle. Donc leur déclinaison, nous, dans un cadre opérationnel, elle est basée sur ces 4 gros blocs. On va regarder quel est l'engagement du COS dans sa fonction. Est-ce que c'est quelqu'un qui centralise énormément sa prise de décision et qui collecte seul les informations et qui, en fait, délivre son raisonnement tactique? Ou au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui pratique plutôt la décentralisation, qui travaille en collectif et qui, justement, va plutôt être sur un leadership participatif et va s'assurer qu'il a une vision qui est commune avec le reste de son équipe? Deuxième élément, c'est les interactions et les communications entre et au sein de nos équipes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette fameuse construction du sens. Parce que si on a un chef qui fait son feu d'un côté et les équipes qui font leur feu de l'autre, à un moment donné, on n'a plus de coordination. Et là, on a le risque de voir apparaître donc les accidents. Ça, dans la théorie, c'est quelque chose qui est très bien documenté. Donc c'est la raison pour laquelle on va s'attacher à vérifier que ces communications, elles permettent cette représentation commune et collective. Troisième élément, c'est la prise de décision et le rôle de l'équipe. Donc pour ça, on a des postes de commandement opérationnel dans lesquels on a des outils qui intègrent le raisonnement tactique du COS et donc son processus décisionnel qu'il va expliciter et qui va le réactualiser et qui va permettre et garantir aussi cette communication d'une représentation donc, de l'événement. Enfin, pour toute la partie aéroterrestre, on va s'intéresser à la conscience de situation partagée et aux coordinations des actions qui sont associées. On va déterminer l'efficience et la sécurité donc, de l'intervention. Donc en fait, on a vraiment récupéré tous les éléments pour les adapter à notre mode de fonctionnement et les intégrer donc, dans le retour d'expérience. Mais finalement, nous, au sein de l'école nationale, comme on n'est pas des spécialistes du feu, on a aussi d'autres types d'interventions qui nous sont remontées par les services d'incendie et de secours. Et donc par rapport aux outils que nous mobilisons, et notamment par rapport au portail national des ressources et savoirs, sur la plateforme de RETEX, donc on a ce type de documents, on en a 450 à ce jour, qui sont des documents de partage d'expérience dans lesquels on retrouve des faits, des problématiques, les difficultés, les enseignements à tirer et des rappels de doctrine. Ici, je vous en ai sélectionné 3 pour vous montrer quelle est l'évolution des SDIS aujourd'hui vers ces compétences non techniques, sans que nous-mêmes aujourd'hui nous les enseignons véritablement. Donc ici, on a le Val d'Oise qui a voulu travailler sur la gestion des émotions d'un équipage suite à une intervention traumatisante. C'est le décès d'un enfant sur un ascenseur dans un centre commercial. Et la difficulté de l'équipage, c'est de gérer la foule du centre commercial, la famille, de récupérer le corps de l'enfant. Donc là, l'idée, c'était d'aller au-delà de la compétence technique pour travailler sur ces émotions et permettre à cet équipage d'être résilient et de pouvoir repartir en intervention. Le deuxième exemple, c'est celui du SDIS de Loire-Atlantique, donc, qui concerne là plutôt les victimes qui peuvent être donc, des victimes suicidaires et la difficulté qu'ont les équipes d'intervention lorsqu'elles arrivent sur les lieux, à savoir comment est-ce qu'elles abordent ce type de victimes qui sont parfois à 2 doigts de passer à l'acte et du coup, quels sont les repères qui peuvent leur être donnés pour éviter justement que cette victime en vienne à passer à l'acte. Donc l'objectif ici, c'est de faire en sorte de savoir s'ils peuvent communiquer, établir une relation avec ces personnes-là et éventuellement faire en sorte de la sauver ou plutôt attendre les équipes non spécialisées. Enfin, le dernier exemple, c'est celui du SDIS du Nord.
Donc avec là plutôt l'identification d'une erreur avec l'oubli d'un corps sur intervention suite à un feu d'habitation. Donc ici l'intervention elle concerne en fait une caravane qui est en feu, donc dans le cadre d'une habitation qui est squattée. Lorsque les intervenants arrivent sur les lieux, on les informe que les gens ne sont plus présents. Les témoins donc les assurent du fait qu'ils sont tous partis. Donc ils vont procéder à l'action d'extinction sur la caravane. Ils vont circonscrire le feu à ce niveau-là, faire leur reconnaissance et finalement quitter les lieux de l'intervention. Sauf que le lendemain, en fait, les services municipaux vont identifier un corps brûlé présent dans la caravane que en fait, l'équipage n'avait jamais envisagé parce que pour eux, il n'y avait plus personne sur les lieux. Donc là, ici, on travaille vraiment sur l'erreur humaine, ce qui est quand même une première au niveau des services d'incendie de secours, et de l'afficher de la sorte et de considérer que ce qui arrive à cet équipage, ça peut arriver à un autre équipage et qu'il faut le prendre en compte et chercher à s'améliorer donc, sur ce type de pratique. Donc ça, c'est les éléments qu'on retrouve dans le rétexte. Après, donc, dans les formations, on a d'autres éléments de caractéristiques. Donc l'opérateur CTA, qui fait partie de la première chaîne aussi d'intervention, qui ne fait pas forcément parler du diffusing lorsque l'intervention est délicate. On a la gestion des décès en et hors service commandé, qui là aussi est quelque chose de marquant, puisque la mort est tabou dans la corporation, alors qu'on la trouve chez les victimes, on la voit parfois dans nos rangs. Et malheureusement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé à ça, et que finalement, nos agents ont besoin d'être accompagnés, ou en tout cas ont besoin d'avoir un certain nombre d'éléments pour être mieux préparés à vivre ce type de situation-là. Enfin, la gestion des interventions hors cadre, pour lesquelles le COS peut être amené donc à sortir du cadre tel qu'on lui a enseigné, parfois génère un sentiment d'insatisfaction. Et toute la limite qu'on va rencontrer ici, c'est leur exprimer que l'adaptation et l'intelligence collective qui va être associée pour trouver une solution qui permettra une bonne prise en charge de la victime, correspond finalement à une force et une richesse de la corporation, et qu'au contraire, par le biais du rétexte, on doit les engager à avoir un sentiment de satisfaction plus que d'insatisfaction parce qu'ils sortent de ce cadre-là. Donc voilà un petit peu en fait comment on a pu identifier de la part des services d'incendie de secours un certain nombre de problématiques et de thématiques du facteur humain qui nous amènent aujourd'hui à enrichir cette connaissance et à mieux l'intégrer donc au niveau de l'École nationale. Et je passe maintenant la parole à l'experte dans ce domaine. Merci. Du coup, moi, je vais passer sur le domaine plutôt de la psychologie sociale et comment, en fait, on a intégré l'étude de la prise de décision des commandants d'opérations de secours au regard de cette discipline qui étudie les comportements dans les groupes et les phénomènes sociaux, et donc toute l'influence que peut avoir le regard de l'autre sur quelqu'un qui est au centre d'un système. Et on va voir que ça détermine en partie la qualité ou une diminution de la fiabilité de la prise de décision dans ces situations d'urgence et sous stress. Donc déjà, pour repréciser, le commandant des opérations de secours, donc il est chargé d'organiser un dispositif de secours adapté aux problématiques du sinistre, et finalement, il réalise 3 types d'activités principalement. Il va décider. Les décisions vont organiser finalement le dispositif, et il y a la partie management et direction. Donc on va s'apercevoir que la prise de décision, c'est vraiment une des compétences centrales dans cette fonction, et elle va déterminer la gestion complète de l'intervention. Donc si on prend l'exemple d'un déraillement de train, il va prendre en considération dans un premier temps les informations qui caractérisent la situation pour s'en faire une représentation. Donc il va prendre en compte notamment la présence de victimes, la quantité de ces victimes, l'état, et bien évidemment en fonction de son emploi opérationnel, il ne prendra pas en compte les mêmes types d'informations. Mais toutes ces informations vont générer des décisions, puisqu'en les mettant ensemble, ils vont faire une analyse des risques, des enjeux, et ils vont prioriser les actions à mener, et donc les décisions à prendre. Donc là, on s'aperçoit qu'il va y avoir plusieurs décisions qui vont être prises, et il va y avoir une phase d'exécution où les équipages de secours vont déployer un certain nombre d'actions et vont utiliser un certain nombre de matériel, et ils vont faire éventuellement demande aussi à des renforts pour faire face à ces situations-là. Donc cette activité de prise de décision, elle est déterminée par le collectif, et on voit le lien d'interdépendance en fait entre le travail du COS et le travail de l'ensemble des personnes présentes sur l'intervention. Donc on parle de travail collectif et d'une dimension verticale, puisque dans la prise de décision, il y a des moments où le COS va se positionner de manière verticale, prendre des décisions, donner des directives
pour mettre en place un certain nombre de choses. Donc là, on est sur la phase plutôt d'exécution des décisions, mais avant cela et même après la phase d'exécution, il y a toute une dimension horizontale à considérer, où quand il va prendre des informations de la situation, il va être en contact avec certaines personnes. Et cette prise d'information, la fluidité de remontée d'information va être déterminante dans les décisions qui seront prises. Donc on va dire que là, on s'aperçoit que à la fois au moment où l'information rentre, au moment où il va traiter, analyser les risques et éventuellement co-construire les décisions avec les personnes qui sont sur le terrain, il y a toute une dimension horizontale à prendre en compte et qui va déterminer la qualité de la mise en œuvre sur le terrain. Donc là, c'est là où on s'aperçoit que finalement le collectif, il faut le considérer. Et que dans ce cas-là, on peut considérer le COS comme un sujet social, puisqu'en fait, il est en relation d'interdépendance. Son travail est à la fois dépendant des autres, et le travail des autres est dépendant des décisions qu'il va prendre. Et quand on parle de sujet social, il y a un ensemble de règles d'origine et d'utilité sociale qui vont se mettre en place et qui vont conditionner les rapports entre les personnes. Et en partie, pour préserver sa valeur sociale, il va faire attention finalement, pas forcément consciemment, mais à préserver son niveau d'appréciation. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est-à-dire quelle est ma réputation, quelle image finalement je renvoie aux autres. Et ça passe aussi par la perception que les autres ont de sa capacité à gérer les situations. Donc finalement, quelle crédibilité je renvoie à mes subordonnés. Et en fait, on s'aperçoit que ces éléments-là vont être assez déterminants dans la qualité des relations qu'il va entretenir. S'il est reconnu comme un bon chef, il va être d'autant plus écouté, respecté. Éventuellement, il pourrait y avoir aussi de la récupération d'erreurs parce qu'il y aura tout un ensemble de compétences qui vont se mettre en place sur le plan collectif et qui vont favoriser la prise de bonnes décisions. Par contre, s'il n'est pas reconnu, ce qu'on observe, et ce qu'on a observé et ce qui est ressorti des recherches qu'on a menées, c'est que là, on peut avoir des comportements de désobéissance ou au contraire des comportements de soumission à l'autorité où les gens n'osent pas dire que les décisions prises sont potentiellement dangereuses ou peut-être inadaptées, pas forcément dangereuses, mais en tout cas inadaptées, où on peut aussi se retrouver avec des attitudes de confrontation ou de désorganisation parce que les personnes ne vont pas respecter totalement les règles qui sont menées. Et dans la phase de remontée d'information, on s'aperçoit aussi que la remontée d'information est moins rapide et qui est potentiellement, des fois, il y a aussi de la rétention d'informations. Donc, dans les recherches scientifiques et dans la littérature, finalement, on s'aperçoit que tous ces comportements et toutes ces règles qui vont se mettre en place, ça sert aussi à ne pas compromettre la positivité des relations entre les personnes. Donc, des résultats qu'on a pu obtenir, c'est qu'on met en parallèle une logique de performance opérationnelle et une logique psychosociale qui, en fait, est en parallèle. Et c'est ce qui va pousser et guider les commandants des opérations de secours. Donc, la première étant orientée vers la réussite et les objectifs opérationnels, et une seconde qui est plus orientée, finalement, vers le fait d'être reconnu comme un vrai COS, parce qu'on sait qu'en termes aussi de performance opérationnelle, le fait d'être reconnu va être plus efficace. Ce qu'on s'est aperçu également, c'est qu'il y a de vrais enjeux identitaires derrière et que le fait d'être reconnu comme un bon COS sur le terrain, ça participe à la construction identitaire de soi en tant que chef, mais aussi en tant que pompier, parce que c'est la part de leur activité qui les relie au milieu de pompiers. Et surtout pour les officiers qui ont toute une activité administrative, cette partie finalement de leur activité leur permet de nourrir ce sentiment d'être un vrai pompier. Donc, comme je l'évoquais, ça favorise la performance opérationnelle puisque voilà, un COS reconnu comme crédible et légitime est mieux écouté, mieux reconnu, mais aussi mieux conseillé. Voilà, donc on a pris en compte qu'il y avait dans la littérature scientifique, il y a déjà des études qui montrent le lien qu'il peut y avoir entre tout ce qui est facteurs cognitifs, processus cognitifs, biais cognitifs, limitations cognitives et performance en matière de prise de décision.
On connaît aussi l'impact un petit peu des émotions sur la prise de décision. Et on s'aperçoit qu'à ça vient se rajouter des facteurs psychosociaux. Des facteurs psychosociaux en lien avec notre représentation de ce qu'est un bon chef. En fonction de notre représentation et de la représentation partagée de la population pompier, on ne va pas se fixer les mêmes objectifs dans la manière d'exercer la fonction. Et ça, on sait sur le plan théorique que c'est quelque chose qui va déterminer les comportements et les pratiques. Donc si on a dans nos représentations l'idée que le COS est quelqu'un qui doit tout savoir, quelqu'un qui doit ne pas générer du doute, quelqu'un qui doit être autoritaire ou directif, ça va complètement déterminer la pratique qu'on va avoir et la manière dont on va l'exercer. Ça va avoir un impact direct du coup sur la mise en œuvre de certaines compétences et notamment de compétences qui sont essentielles à la prise de décision et dans certaines phases justement de l'intervention, arriver à prendre en compte les informations qu'on nous donne, les suggestions qu'on nous fait et de manière adaptée, appropriée à la dynamique, aux contraintes temporelles, avec du coup des compétences en matière de communication qui se mettent en place. Et donc c'est là où on viendra sur cette notion de compétences non techniques et CRM. On sait aussi maintenant qu'il y a des normes sociales qui vont conditionner les comportements et orienter les comportements. On en a identifié plusieurs, et notamment la norme d'infaillibilité. On n'a pas le droit de montrer de faiblesse, on n'a pas le droit de faire d'erreur, on n'a pas le droit de montrer de doute, et on n'a pas le droit de montrer d'émotion. Une norme de neutralité émotionnelle. Ça va conditionner en fait le regard que les autres vont porter sur nous. Et si finalement on ne répond pas aux normes prescriptives, aux règles qu'on est censé respecter pour montrer qu'on est un bon chef, ça va diminuer la qualité des relations interpersonnelles et les personnes ont tendance à ne pas nous considérer, ne pas considérer les COS comme des bons chefs. Parce que c'est sur ces aspects-là notamment qu'ils se basent pour évaluer la compétence du chef, alors que c'est pas forcément du coup des indicateurs qui peuvent montrer la réelle compétence qu'il a. On s'aperçoit également qu'en fonction de ces représentations sociales et de ces normes, ça va favoriser l'utilisation de biais cognitifs. Les biais cognitifs étant des méthodes de raisonnement simplifiées qui peuvent générer des erreurs et d'autant plus dans ces situations de crise où il faut passer sur un niveau de réflexion plus approfondi et que si on reste sur un niveau de réflexion superficiel, en tout cas dans une majorité des phases de ce type d'intervention, ça s'avère inefficace puisque ce sont des situations complexes, évolutives et qui sont souvent singulières puisque ça ne présente pas forcément de routine et les biais cognitifs, ça répond généralement à des routines. Donc là, on s'aperçoit que par exemple, quand quelqu'un veut réellement montrer et donner confiance aux autres, il peut tomber dans un biais de surconfiance, le biais de Dunning-Kruger dont on parlait hier, où finalement on a tendance à surestimer ce qu'on a perçu de la situation, ce qu'on pense, et ne pas prendre en considération ce que les autres vont nous apporter. Dans un contexte d'urgence, dans un contexte où il y a beaucoup d'informations et où on sait que les limitations cognitives nous empêchent d'avoir des fois toute la vision de ce qui se passe, c'est qu'on a un système d'organisation qui permet en fait de pallier à ces limitations cognitives, que ce soit par les outils présents dans des postes de commandement ou par les collaborateurs présents sur le terrain. Donc ça va générer des fois une diminution de la qualité des décisions, à la fois du coup à cause de facteurs psychosociaux, mais aussi à cause de facteurs cognitifs. Il y a bien d'autres facteurs qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais qui jouent un rôle important dans la prise de décision. Voilà, donc là, on est amené finalement à reparler de ces compétences techniques et non techniques, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les compétences techniques, les compétences métiers sont essentielles et déterminantes, et que c'est le présupposé de base pour être efficace. Si on n'a pas les connaissances nécessaires, on ne peut pas faire des analyses pertinentes, on ne peut pas prendre des décisions pertinentes. Par contre, on s'aperçoit que des compétences non techniques, donc les compétences en lien avec ce dont Annalise parlait, le Crew Resource Management, qui ont été définies par la littérature scientifique au travers de ces 8 compétences-là, on s'aperçoit que celles-ci permettent de fiabiliser la technique. Et donc, en s'appuyant sur la manière dont on va diriger et manager les personnes avec qui on est en interaction sur le terrain, dans la manière dont on va générer
dont on va conditionner les relations interpersonnelles, que ce soit par le climat qu'on va instaurer, le climat de confiance, mais aussi l'ouverture aux échanges qu'on va avoir, et tout un tas d'autres choses qui sont présentes dans ces compétences non techniques, parce que la conscience de situation partagée, elle est aussi déterminante, c'est cette capacité à partager la représentation que j'ai de la situation, et de comment finalement les décisions qu'on va prendre vont avoir une action sur la problématique. Si les personnes qui mettent en œuvre les idées de manœuvre et les actions n'ont pas cette représentation-là, on s'aperçoit que bien souvent, il y a des difficultés d'adaptation et voire des quasi-accidents ou des accidents quand les personnes n'arrivent plus à se mettre en sécurité parce qu'ils ne savent pas, par exemple, sur un feu de forêt où ils sont situés. Donc on s'aperçoit que ces compétences-là, elles sont réellement déterminantes. Et dans le cadre des formations, donc là ça fait quasiment 10 ans qu'on a commencé à travailler sur le sujet puisque c'était en 2014. Depuis 2015, il y a des formations qui ont été mises en place pour travailler sur le développement de compétences. Et dans un premier temps, celles qui ont été mises en place, c'est celles qui visent à développer les compétences individuelles en matière de prise de décision et notamment le développement de compétences métacognitives. La connaissance en fait du fonctionnement humain, de nos limitations cognitives, des influences qui peuvent se passer entre les personnes, des phénomènes un peu psychosociaux, ça permet du coup d'être plus conscient de ce qui se passe et d'avoir une possibilité d'alerter et d'adapter nos pratiques. C'est une première partie de la solution, mais c'est pas la solution suffisante. C'est-à-dire qu'on est passé à un deuxième niveau, donc développer les compétences collectives, et là, ça s'est mis en place au travers donc, des formations à la gestion opérationnelle et au commandement, ou quand ils font les mises en situation et où ils simulent des vraies interventions, on va les filmer et analyser leurs pratiques avec eux dans le cadre d'entretiens d'autoconfrontation, ce qu'on appelle l'autoconfrontation, on les confronte à leurs pratiques et on va analyser les compétences non techniques. Et donc, ils vont du coup devoir travailler sur cet aspect-là au cours des mises en situation, en plus des compétences métiers. Et le dernier point sur lequel vraiment on doit s'attacher, c'est à ajuster les pratiques et les représentations. Les représentations étant absolument déterminantes dans ce qui va guider notre pratique, puisque c'est un déterminant qui se situe à un niveau d'analyse plus élevé, vont être... ces représentations, elles vont avoir un impact direct sur les pratiques. Donc ça veut dire que si les représentations sont pas ajustées aux compétences qu'ils mettent en œuvre, s'ils le font en formation, ils le feront pas forcément sur le terrain. Donc déjà en mettant en place ces éléments dans un premier temps dans le cadre des formations, ça leur permet de l'intégrer dans leur comportement et leurs pratiques. Mais la deuxième étape, et celle qui sera la plus efficace, c'est à partir du moment où ces comportements et ces compétences non techniques seront mises en place sur le terrain. Et c'est là où on fera évoluer les représentations. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le résumé rapide de toutes les recherches qui ont été menées depuis un certain nombre d'années et qui montrent que finalement l'École nationale a pris en considération ces aspects. Et aujourd'hui, donc, je pilote le groupe de travail national Facteurs humains qui vise justement à proposer une continuité pédagogique des formations de jeunes officiers, donc lieutenants, chefs de groupe, jusqu'aux formations du coup des officiers supérieurs sur des emplois opérationnels les plus importants, chefs de site. Et on va sur des formations aussi à la gestion de crise. Donc on intègre aussi ces compétences sur les formations gestion de crise. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.